La recette du succès quasiment. C'est comment, c'est quoi réussir, tu sais? Mais il dit, c'est de faire une journée de plus. Wow. Toujours. Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Capital Central. Je me présente Patrick Ly. J'ai aujourd'hui Patrick Mainville dans mes studios, qui est président et fondateur de Musicopratique et fondateur également d'Immersion Rock et qui est directeur général de la Société de développement commercial de la Wellington. Je le reçois aujourd'hui dans mes studios. Vous allez voir, c'est un passionné de musique, mais aussi quelqu'un qui a beaucoup de système D pour débrouillardise. Et je suis fasciné par son personnage en peu de temps. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de l'inviter pour qu'il puisse me rejoindre aujourd'hui. Parfait. Ben, merci Patrick pour l'invitation. Je suis content d'être avec toi aujourd'hui. Je m'appelle Patrick Mainville. Donc, on part ça. Merci. Patrick, comment ça va aujourd'hui? Ben, ça va super bien. Il fait beau. Puis, j'ai la chance de discuter avec quelqu'un d'inspirant comme toi. Fait que c'est une belle journée. C'est une belle journée. Ouais. Il en reste pas. Il en reste un petit peu des belles journées quand même. On commence début septembre. Mais éventuellement, là, novembre, ça va commencer à se refroidir. Ouais, exact. Mais je pense que toi, t'as pas froid aux yeux, de ce que je comprends. Ben, j'ai pas froid aux yeux. Les défis sont là pour tout le monde. Je suis pas. Comment je peux dire ça? J'haïs pas l'hiver pour autant, mais j'avoue que j'aime ça profiter des belles journées. Ouais. Ok, cool. Puis écoute, Patrick, moi dans le fond, là, je t'ai invité aujourd'hui parce que j'ai eu Maxime Desormeaux, qui fait partie de la Société de développement. Ouais, il est trésorier sur le CA, ouais. Puis j'ai tombé sur ton personnage, j'ai vu que tu étais DG, puis je me suis dit, quand j'ai descendu ton profil LinkedIn, j'ai vu que tu étais propriétaire d'entreprise. Oui. Puis moi, j'accueille les entrepreneurs pour décortiquer leur cerveau, connaître leur parcours, savoir qu'est-ce qui les inspire dans la vie, parce que mon public est vague. J'ai des professionnels qui sont en rôle depuis des années. J'en ai qui songent à changer de métier éventuellement. Puis j'ai aussi des jeunes qui ne savent pas quoi faire de leur vie. Donc, je voulais te recevoir pour que tu puisses nous parler de ton parcours de vie jusqu'à maintenant. Puis, tu sais, comme je dis toujours, ne pas mettre de détails. On est là pour en parler, c'est une place sécuritaire. Puis, j'aimerais que tu commences jusqu'à où tu aimerais commencer, OK. en fait. Ouais. Ben écoute, merci de cette opportunité-là. Ben, ça me fait plaisir de partager mon parcours. Il est vraiment atypique. Tu sais, moi, j'ai pas. C'est comme tu l'as dit si bien, c'est le système D. J'étais assez autodidacte surtout. Mais autodidacte, c'est un grand mot. C'est souvent autodidacte parce qu'on ne passe pas nécessairement par le processus académique traditionnel, mais c'est tout aussi valable de rencontrer des gens puis de s'inspirer. Donc moi, on recule le plus loin. Moi, je suis né à Verdun. Donc moi, je suis un Verdunois 3e génération. Mes parents sont nés à Verdun aussi, puis mes grands-parents, de mémoire, ils ont déménagé, eux, à Verdun à l'époque. Donc moi, je suis né à Verdun. Puis, tu sais, c'est une belle enfance. On n'était pas non plus une famille riche, une famille de classe moyenne, tout ça. Puis, la musique n'avait pas été non plus, faisait pas partie nécessairement de mon environnement à ce moment-là. Mais il y a eu une situation qui a été impactante pour moi, le déménager. Parce qu'à une époque, à Verdun, il y avait beaucoup de feux. Ouais. Puis, il y a eu beaucoup de tourelles qui passaient au feu, tout ça. Fait que là, ça commençait à se rapprocher un peu de où on habitait. Puis, mes parents ont décidé de déménager à Ville-la-Salle. Donc, où est-ce qu'on est aujourd'hui? Ouais. Puis on est déménagé à Ville-la-Salle, puis moi, j'étais très proche de mes amis. J'étais quelqu'un qui c'était très important, mes amis. Puis on a déménagé à Ville-la-Salle, changé d'école, tout ça. Puis malheureusement, pour plusieurs raisons, j'ai été quand même victime de bullying. Puis de façon assez intense. Okay. Puis c'était une école secondaire anglophone. Puis je ne rentrais pas dans les détails de comment ça a commencé, mais ça m'affectait énormément. Puis là, ça l'a affecté. Déjà que j'étais un enfant qui a toujours. Les gens pensent que j'étais un extraverti, mais j'étais un introverti, mais qui aime les gens puis qui est capable de s'adapter socialement. Fait que ça m'a affecté beaucoup. Puis j'ai eu besoin de me réfugier à un moment donné, puis j'ai réussi à me réfugier dans la musique. Okay. Donc, mes parents, j'avais des amis que je voyais qui jouaient de la musique. Puis là, j'avais le chum à ma sœur à l'époque qui jouait de la guitare. Fait que je disais, ça me tente de jouer de la guitare, tout ça.
Puis là, mes parents m'avaient amené chez Steve's Musique. Classique. Moi, j'avais mon t-shirt, j'avais mon manteau de jeans avec une patch d'Iron Maiden dans le dos. C'était mon band préféré. D'ailleurs, je m'en vais les voir au mois d'octobre, ils s'en viennent. Puis je rentre au Steve's, là, j'ai regardé les guitares. Puis le vendeur, il me dit, toi, t'aimes ça, Iron Maiden? Mais moi, j'ai oublié que j'ai ma patch dans le dos. Fait que je pense que je suis un vrai. Il me reconnaît, il dit, lui, c'est un vrai, il aime le rock. Fait que bref, ceci étant dit, il m'a acheté la guitare, puis je ne l'ai jamais lâché. Je jouais, c'était une façon pour moi, c'était un exutoire. Ça me permettait de développer ma créativité. Là, je me suis fait des nouveaux amis aussi à travers ça. Puis on a créé des bands, puis on a fait des shows ensemble, tout ça. Fait que, tu sais, ça a été mon évolution. Puis au secondaire, ça a été beaucoup axé amis et la musique. J'ai été à Cavalier-la-Salle. Puis c'est moi qui, tu sais, à l'auditorium, là, nous, on avait accès à ça. Les professeurs nous laissaient. On montait des spectacles sur l'heure du midi, le soir. J'aimerais saluer même notre ancienne directrice, Mme Bouchard, qui nous permettait de faire ces choses-là, même si elle avait une rigidité. Puis, mais je pense qu'elle savait qu'il y avait dans notre groupe de jeunes un bon fond, puis on voulait bien faire les choses. Fait que ça a beaucoup commencé comme ça. Puis, j'ai déjà là, partir un groupe, s'organiser, la technique, tu connais la technique, tu fais des podcasts, tout ça, ça m'a permis d'apprendre rapidement à me débrouiller. Puis à comprendre c'est quoi la réalité, c'est quoi de travailler en groupe, c'est quoi de travailler les égos, c'est quoi de travailler les types de personnalités différentes, quand est-ce pousser, quand est-ce se retenir, quand est-ce donc, puis il y a aussi un mélange de créativité là-dedans. Fait que là, moi, de mon côté, ça a été très, très, très formateur. Puis ensuite, j'avais décidé de prendre une année off après mon secondaire. Je n'ai jamais su ce que je voulais faire dans la vie. Puis bizarrement, je ne sais pas plus aujourd'hui. Même si je fais bien des choses, même ma fille, des fois, elle dit « Papa, je ne sais pas vraiment. » Là, depuis que je suis à SDC Wellington, ça a changé. Mais elle disait que j'étais dans le GRC. Il fallait que je dise « Non, c'est la SDC. Wow. » C'était ma conjointe qui n'est plus là, qui n'est pas à GRC, mais elle était à GRC. Mais ceci étant dit, elle n'avait jamais compris. Puis quand ses amis demandaient « Qu'est-ce qui fait ton papa dans la vie? » Elle ne savait pas. Parce que je n'ai pas fini mon parcours, puis tu vas comprendre. Fait que finalement, j'avais pris une année off, puis là, j'ai dit, bon, qu'est-ce que je pourrais faire après ou une formation qui va m'aider tout le temps. J'ai été en technique administrative. J'ai commencé une technique administrative au Cégep André Laurando, que j'ai pas terminé parce que quelqu'un m'avait approché pour aller travailler pour eux autres. C'est une compagnie qui vendait des moteurs, des bearings. Ça, je connaissais rien là-dedans. Absolument rien. Puis je me suis mis à vendre des courroies de transmission, des moteurs, des bearings. Puis je suis devenu rapidement un très bon vendeur, sans connaître ce que c'était, puis on n'était pas à l'époque d'Internet. Fait que tout était dans des livres, c'était des numéros. Fait que je vendais des numéros. Le monde m'appelait, il me disait un numéro, puis là, OK, ça ressemble à ça. Puis j'avais une anxiété incroyable quand j'allais les rencontrer, les clients, parce que des fois, ils me montraient les éléments. Je ne savais pas c'était quoi. Je ne savais pas ce que je vendais, en fait. Je vendais juste des numéros. Fait que, tu sais, j'ai appris à développer aussi ce qu'on dit souvent les soft skills, puis juste à comprendre, à répondre aux besoins de mon client. Puis là, de fil en aiguille, il y avait une autre compagnie qui était venue me chercher, puis tout ça. Puis là, bref, je me suis retrouvé à travailler à un endroit que je me sentais misérable. J'ai dit, je ne peux pas continuer ça dans ma vie, c'est terminé. Ah, puis écoute, c'était terrible. À un moment donné, puis je ne veux pas rentrer là-dedans, mais j'étais vraiment... Je voulais détruire tout le bureau complet. J'étais plus bien. Fait que j'ai décidé que c'est terminé pour moi. Puis j'ai dit, j'avais recommencé plus à me concentrer sur la guitare. J'ai dit, je vais commencer à donner des cours de guitare. Fait que là, j'avais laissé ma blonde à ce moment-là, tout ça. J'étais retourné vivre dans le sous-sol chez ma mère. Puis là, à toutes les fois que je me posais trop de questions sur qu'est-ce qui va se passer, puis j'étais stressé, je prenais ma guitare et je dis, joue pratique. Au moins, tu vas faire de quoi qui est constructif, qui est productif. Puis là, j'ai commencé à mettre des annonces. Moi, j'étais encore dans le temps de mettre des papiers, là, c'est Babillard. Puis là, on avait des premiers sites web qui sortaient. J'avais appelé ça Guitare Montréal. Puis là, les gens commençaient à m'appeler. Puis là, au fil en aiguille, là, j'ai été chercher quand même un bon nombre d'élèves qui venaient chez moi. Puis, j'ai toujours eu dans la tête le goût de démarrer un endroit où la communauté de musiciens pourrait se regrouper. Puis là... je prenais plaisir à regarder des bâtisses puis dire « Hey, ça serait le fun, je pourrais être là-dedans. » Puis je pourrais faire une école de musique, puis faire des locaux, puis avoir un magasin de musique. Fait que j'avais toujours un peu ça dans la tête. Très business quand même, à très jeune âge. Ouais, mais business, c'était très... je te dirais, ça a été
très au niveau c'était viscéral, mais c'était pas, je connaissais, j'avais pas de modèle, tu sais, de gens, tu sais, dans ma famille, on est beaucoup des ouvriers, tout ça, puis on a toutes, tu sais, des belles carrières, mais vraiment des gens qui se sont lancés en affaires, j'ai pas eu beaucoup de modèles, des mentors ou quoi que ce soit, fait que, tu sais, c'était un peu... Tu t'es créé ton propre modèle. Je me suis créé mon propre modèle, mais ça semblait être un rêve, tu sais, comme comment qu'on fait ça, mais tu sais, c'était pas clair. Fait que finalement, à un moment donné, longue histoire, mon premier groupe de musique que j'ai eu avec mon premier drummer, tu sais, un Philippe Lemay que j'adore, qui vit en France maintenant. Salut Philippe. Puis lui, un peu comme je t'ai expliqué tantôt, quand je l'ai retrouvé, une fois on a été manger ensemble, j'ai dit j'aimerais ça partir des studios de musique équipés, les gens arrivent, c'est un peu clé en main, là, plug and play, comme j'aime le dire. Fait que ça serait le fun. Puis là, j'y explique tout mon concept. Puis lui, il travaillait à ce moment-là pour plomberie à l'art. Puis, tu sais, lui, il avait déjà une belle carrière devant lui. Puis, 2 semaines après, il m'appelle puis il me dit « Hey, Pat, ton projet de studio, là, ça te tente-tu? T'es-tu toujours partant pour ça? » Je dis « Ouais, ouais, pourquoi? » Il dit « Ben oui, je viens de sacrer à job là. J'ai mes outils, ma blonde vient de me chercher. » Puis ça, j'ai fait « Hey boy, OK. » Mais ça a été le meilleur move parce que ça nous a obligés de le faire. Là, c'est là qu'on est parti. Je me promenais sur la rue Wellington, là. Puis là, je checkais les locaux qui m'intéressaient. Puis je rentrais même dans des locaux qui étaient occupés. Puis je disais, hey, c'est-tu à louer? Je pense que c'est à louer ici, hein? Ça se peut-tu? Fait que là, le commerçant disait, non, c'est quoi? Il y a du quoi? Je sais pas. Là, je dis, OK, lui, il n'est pas à louer, Phil. Mais on essaie. Wow. Ouais, puis là, finalement, on s'est retrouvés où est-ce qu'on est. Mais le propriétaire, à l'époque, voulait nous louer 2e ou 3e étage. Je lui ai dit, non, ça ne marche pas avec le bruit. Puis là, il y avait un de ses collègues qui nous avait proposé du sous-sol. Puis le sol où on est vraiment au coin de l'église Wellington, au 195 de l'église. On a 5000 pieds carrés en dessous, mais on arrive, il n'y a pas d'électricité, il n'y a rien. C'est une page blanche. C'est rien, là. Fait que là, on regarde ça, puis là, moi, une chance que Phil, lui, il est manuel au bout, il peut tout réparer, il peut tout faire. Puis là, moi, je regarde, je dis, ouais, ça a l'air, on dirait qu'il y a une guerre ici, tu sais. Puis là, Phil, il dit, non, il dit, regarde ça, on va faire des locaux comme ça. Tout de suite, lui, il l'avait vu. Ouais. Fait que là, j'ai fait, ah ouais, tu vois ça? Good. Mais là, moi, tu vois, là, ça a dû m'aider parce que j'avais pas ça, moi, dans mon coffre à outils, tu sais, cette espèce d'aspect-là qu'il y avait. Fait que là, on est rentré là-dedans. On s'est mis à faire les murs, puis tout ça. Puis là, il y a des affaires que je peux pas dire, mais nous, on ne savait même pas au niveau de toutes les réglementations, puis tout, on le faisait. Puis là, après ça, il y a des gens qui venaient, c'est quoi vous faites? Ben, on part des studios. Ah, OK. Avez-vous demandé une subvention? Ça, non. On a-tu le droit? Ben, ouais, ça serait le fun. Fait que là, tu sais, dans rien d'autre, on a fait un pas à l'envers. Moi, j'ai sorti mes réels. J'ai tout fait ce qu'il fallait pas faire. Tout ce qu'il fallait pas faire, je l'ai fait. Fait que là, finalement, en 9 fins de semaine, on a réussi à rénover tout le sous-sol. On avait nos 4 locaux, tout ça. Puis on avait acheté l'équipement. C'était très, très, très stressant. On ne savait pas nécessairement comment le faire, mais on avait quand même une belle communauté. Puis Verdun n'était pas ce que c'est aujourd'hui. Fait que de fil en aiguille, on a parti ces studios-là. Puis là, au départ, c'était pas 5000 pieds carrés, on avait moins. Puis là, on allait chercher plus de pieds carrés. On disait, OK, on va trouver cet espace-là, cet espace-là. Là, on a à peu près 5000. On est rendu avec une dizaine de locaux. Il y a un studio d'enregistrement aussi que c'est géré par Sophronic. Fait que lui, il nous loue un espace. Puis ce studio-là, il a enregistré, écoute, il y a des artistes qui ont gagné à la disque, puis tout ça. Là. Ah ouais. C'est autant que tout envie d'essayer de composer une tune puis de l'enregistrer, ils peuvent t'aider jusqu'à un artiste super établi qui va enregistrer là. On accueille des musiciens de toutes sortes, que ce soit des amateurs ou des weekend warriors, comme on appelle, des gens qui viennent juste répéter la fin de semaine à des top pros. Il y a aussi une école qui est Montreal Drums, c'est des amis à moi avec Brandon, qu'eux autres, ils nous ont loué un espace, ils donnent des cours de drum à cet endroit-là. On a une communauté, on a commencé des open mic, c'est Enora qui est la gérante avec Matt Edgun, qui ont commencé, mais c'est Enora qui a commencé les open mic au Benelux, okay, avec Stéphane Héroux. Ça marche au bout, c'est les mercredis soirs, super belle soirée. Fait que ceci étant dit, je suis un passionné de musique, mais moi, je suis un passionné des gens puis de la communauté. Puis mon objectif était, je suis content parce que ça a atteint cet objectif-là au niveau de créer une communauté, puis ça a attiré beaucoup d'artistes à Verdun. Aujourd'hui, là, il y a une communauté d'artistes, de musiciens qui est importante à Verdun. Puis j'ose croire que c'est grâce à Musicopratique. Mais je pense que, tu sais, je t'entends parler de tout ça. La communauté, pour toi, avoir ça organique, que les gens s'entendent bien ensemble, se rassemblent. Oui. C'est très important pour toi. Moi, c'est plus qu'important. Moi, c'est essentiel. Puis
là, puis je sais pas si ça peut aider même des jeunes ou n'importe qui. Moi, je suis pas un gars qui a une immense confiance en soi. Je suis un gars qui est gêné. Moi, je suis tout le temps en train de me dire, hey, avant d'ouvrir ma bouche, réfléchis comme du monde parce que je pense que ce que tu vas dire, ça va être cave. Tu sais, je suis vraiment en train de me reposer des questions beaucoup là-dessus. Puis, mais ce que je me suis rendu compte avec les années, c'est que créer une communauté, puis d'essayer, en fait, tu sais, des fois, il y a des gens qui vont étudier en psychologie, mais c'est parce qu'ils ont un problème eux autres mêmes, puis ils veulent le découvrir, là, tu sais. Mais moi, c'est ça, des fois, j'ai un malaise quand il y a beaucoup de gens, fait que j'apprends à apprivoiser, fait que je veux créer une communauté. Mais aussi, c'est vrai que tout seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. Puis, ouais, puis l'autre chose qui m'a frappé, c'est qu'à un moment donné, je suis tombé sur l'armoirie de ma famille. Puis, c'est, je cherchais un peu de où je venais. Okay. Puis moi, mon premier ancêtre, c'est Pierre Miville. Moi, j'étais un Mainville, mais c'est Miville. Puis écoute, je savais pas que c'était un ancêtre qui avait eu un impact aussi important au Québec. Wow. C'est un des premiers qui est arrivé. Puis là, ils ont écrit un livre sur lui. Pierre Miville, je ne me rappelle plus c'est quoi le titre, je l'ai lu au complet. Je l'ai même acheté à plusieurs membres de ma famille pour qu'ils lisent ça. Puis tu sais, écoute, des fois, si je me fie au livre, j'ai l'impression qu'il a peuplé le Québec à lui tout seul. Okay. Mais puis là, j'ai regardé l'armoirie de la famille, qui inclut aussi les Mainvilles, puis c'est s'unir pour bâtir. Oh, tabarouette! Puis là, j'ai fait tabarouette, ça me parle, tu sais, puis je suis toujours dans cette optique-là. Fait que moi, au niveau de musicopratique, je veux créer une communauté, mais je veux pas que la communauté soit rattachée à moi. Je veux pas être le centre de la communauté. Je veux que la communauté se forme par elle-même. Je veux pas cette pression-là. Tu sais, j'ai pas besoin de cette pression-là. C'est la même chose pour Immersion Rock. Je ne veux pas être le centre. Puis la SDC Wellington, ça a été un peu la même chose aussi. On pourra en parler plus tard, mais c'est la même chose. Puis ce qui est beau de la SDC Wellington, pour la raison que je me suis retrouvé là, mais ça a été la communauté, ou ça a été les personnes impliquées aussi qui ont un peu souhaité que je me retrouve là. Fait que ça a été particulier parce que jamais j'allais accepter un poste comme ça, on peut en reparler. Fait que pour musicopratique, je suis très heureux de où est-ce qu'on en est. Malheureusement, mon partenaire Philippe, il est en France, tout ça, donc moi j'ai récupéré 100% de l'entreprise parce que bon, j'ai toujours aimé ça, avoir des partenaires, puis de ne pas faire les choses tout seul. Mais ceci étant dit, ça se passe super bien, puis j'ai une équipe incroyable. Donc, pour l'aventure musicopratique, je pourrais t'en compter là, longtemps, mais je te dirais en gros, c'est ça. Puis pour moi, après ça, c'est-tu le plus gros succès financier? Non. C'est-tu, probablement, si mon objectif a été vraiment juste faire de l'argent, avec ce que je connais aujourd'hui, j'aurais pris une autre direction pour faire juste de l'argent. Mais pour l'impact que ça a eu sur des gens, puis ça a encore sur des gens, pour moi, c'est une grosse partie de ma paye, ce projet-là. Tu sais, la vie d'une PME au Québec, c'est environ de 1 à 2 ans. Ouais. Après ça, c'est une faillite, une fermeture, puis 99% passe par là. Après 5 ans, tu as une chance de survivre. Ça fait 19 ans que ça existe. Ouais. Alors, il y a un succès qui est quand même attribué à ça. Faut que tu donnes un petit peu plus de crédibilité, mon vieux. Ouais, je sais, j'ai pas... T'as du linge sur le dos, t'as une famille. Je veux dire, tu sais, regarde, c'est quoi le succès? Peut-être pas multimillionnaire de ça, ou peut-être tu l'es. Mais non. Mais je pense que tu me sembles être une personne très heureuse, puis d'être fier de ce que tu as accompli, puis d'avoir créé des impacts dans la vie des gens. Pour moi, t'entendre parler, c'est un très bon succès. Ah, mais j'apprécie, merci de me le rappeler, mais j'avoue que j'ai toujours de la difficulté, j'ai toujours un peu rough avec moi-même, puis tu sais, tu me dis que ça s'adressait beaucoup à des jeunes, fait que, c'est pour ça que ça ne me dérange pas de te le dire sur ton podcast, parce que on le dit pas assez, des fois, que on a ces sentiments-là, puis ces sentiments-là, c'est pas relié nécessairement à un trouble mental, c'est notre petite voix en dedans là, qu'on ne devrait pas écouter, qui nous parle trop, puis on y donne trop d'importance. Moi, j'avais lu un livre, je ne me rappelle plus c'était lequel, puis il expliquait un peu, il disait comment on peut essayer de contrôler cette voix-là, parce que des fois, elle prend le dessus. Tu sais, je sais pas
pour tout le monde. Dans mon cas, oui. J'allais se prendre trop de place, puis là, ça me crée de l'insécurité, de l'anxiété, tout ça. Wow. Mais là, moi, là, la voix, la façon que la personne a expliqué, l'auteur, c'était ta petite voix que tu as dans la tête, là, c'est comme un coloc fatigant qui n'est pas important dans ta vie, mais que tu lui donnes trop d'importance. Puis, c'est comme un mode d'autodéfense. C'est que lui, cette voix-là est toujours là pour te dire, mais fais attention à ça, fais attention à ça. Elle est importante, cette voix-là, mais il ne faut pas que tu y en donnes trop d'importance. C'est juste pour t'assurer que tu ne vas pas te pitcher dans un feu. Là. Ils vont dire, non, je pense que ça va brûler. Là. Ils vont dire, OK, je vais écouter ma voix pour ça. Fait que, tu sais, je trouvais ça intéressant. Puis aussi, ben, par mon parcours, que je ne suis pas passé par de façon traditionnelle, puis ça peut jouer des deux bords, là, avec un parcours académique plus traditionnel. Je me suis dit, j'ai peut-être pas les connaissances qu'il faut. Fait que là, ça me crée de l'anxiété. Mais ça peut être la même chose pour quelqu'un qui l'a fait, qui dit, hey, moi, là, je devrais être bon parce que j'ai passé par le processus académique qui, en principe, est supposé me donner des outils. Je trouve que c'est une fausse idée. Exact, c'est ça. Oui, malheureusement, moi, c'est ma perspective. Mais je ne crois pas qu'un parcours académique exemplaire est la solution de la vie. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais on se fait aussi un peu catégoriser avec nos diplômes et tout ça, puis moi, je les ai pas. Mais, tu sais, un peu comme tu l'as dit, j'ai des résultats pour appuyer que OK, ça a fonctionné. J'ai quand même parti deux entreprises, puis on n'a pas toujours vivante. Je travaille pour une SDC, puis la SDC, en fait, moi j'ai toujours travaillé à aider l'équipe de la SDC depuis 2006. Parce que quand ils faisaient les ventes trottoirs, ils faisaient des événements dans la rue, ils venaient me voir. Hey, ça a commencé comme, t'as-tu un kit de son? On aimerait ça faire un spectacle dehors, tout ça. Okay. Fait que là, je disais, ouais. Puis là, finalement, je tripais. Puis là, je voyais que ça avait un impact sur sa communauté. Je reviens quand c'est en communauté. Puis là, je trouvais ça le fun. Puis là, je me rappelais quand j'étais jeune, puis il y avait des ventes trottoirs, puis il y avait de l'animation qui se passait. Puis là, je me disais, c'est cool, il faudrait ramener ça. Puis tranquillement, on a passé 3 DG avant que je me trouve DG. Puis il y en a un qui s'appelle Billy Walsh, que moi je considère un mentor, un ami, un visionnaire incroyable, que lui, il venait même pas de Verdun. Puis j'ai eu un genre de coup de foudre avec lui parce qu'on avait été un midi motivation à une rencontre de gens d'affaires. Puis lui, il avait été faire un pitch. Il voulait faire des murales de graffiteurs dans la petite ruelle. Je ne sais pas si tu as vu ça à Wellington, la petite ruelle. Récemment, un gros artiste a fait... mais ça, c'est les murs. Ça, c'est le Bicard. Mais il y a une petite ruelle. Je ne sais pas si tu as vu la petite ruelle qu'on décore à tous les années. Là, on l'a fait un peu comme si c'était une petite ruelle, soit en Italie ou en France. Tu iras voir ça. Ça, c'est entre, je te dirais, si tu vas à Wellington, ça va être plus simple de dire que c'est à côté comme du Palco, de l'Armée du Salut. L'Armée du Salut puis Dollar Store, là, juste entre les deux. C'est magnifique. Oui, malheureusement, il manque d'exposition pour cette petite rue-là. Mais il y a des gens de partout qui nous appellent, qui vont dire est-ce que le nouveau décor est fait? Puis tous les décors, et je fais une parenthèse, tous ces décors-là, toute la créativité, c'est un travail collectif d'équipe, mais c'est réalisé par Louis Duvarrier, que je considère un frère. C'est une des personnes les plus talentueuses que j'ai rencontrées dans ma vie. Je te présenterai un jour, il est hallucinant. Mais je te présenterai cette personne-là. Fait que, ceci étant dit, j'ai perdu le fil de ce qu'on disait juste avant. Tu es rendu à ton entreprise, oui. Quand tu as commencé, tu as parlé de ton sous-sol, etc., que tu avais un partenaire, oui. Que la communauté est importante pour toi. Oui, quand je faisais des spectacles sur la rue, là, puis je fournissais des kits de son, puis tout ça. Fait que ça a commencé comme ça. Puis là, avec Billy Walsh, à un moment donné, là, il y avait toujours un nouveau projet. « Hey, es-tu capable de me construire telle affaire? » Puis là, il voulait faire une cabane à sucre. Il dit « Peux-tu construire ça, un toit de cabane, toi? » Puis je dis « Non, mais oui. » Fait que là, je me suis mis à développer un intérêt pour fabriquer du mobilier. Puis moi, je n'avais aucune connaissance là-dedans. Puis là, c'est là aussi que Louis Duvarret, mon frère, qu'on dit toujours d'une autre mère, là, c'est un ami que j'avais rencontré avant, puis là, on s'est retrouvés. Fait qu'on s'est mis à pousser vraiment tout le côté immobilier, puis à développer ça. Fait que, tu sais, moi, depuis 2006, je me suis toujours impliqué dans la SDC. Fait que la communauté me connaît, beaucoup de membres, des restaurants, des commerçants, ils me connaissent aussi. L'équipe de la SDC me connaît beaucoup. Fait que quand Billy Walsh a quitté... c'était
C'était juste normal. En fait, non, c'est qu'eux autres, ils vont passer par un processus de sélection. Ils voulaient que ça soit que, tu sais, on puisse aller chercher le meilleur talent. C'est un peu, puis moi, je le comprenais, puis tout le monde me disait, hey, Pat, tu devrais appliquer, tu devrais appliquer. Puis j'ai dit, mais je connais rien, je sais pas ce qu'il fait, dans le fond, Billy. Moi, il me dit quoi faire, puis il me laisse la liberté de créer, puis de faire ce que je veux là, mais la job de DG, j'ai jamais fait ça de ma vie. Puis là, ma tête, que, OK, j'ai pas de formation, je suis pas bon là-dedans, tu sais. Puis ma petite voix fatigante, tu sais. Puis là, finalement, à un moment donné, je passe par le processus, j'ai dit, je vais appliquer. Puis en même temps, je m'étais dit, ben, tu sais, tous ceux qui m'ont demandé, hey, tu aurais appliqué, puis je dois dire que Julie Pilon-Cousineau, qui travaille à la SDC, qui est comme une personne incroyable. Tout le monde devrait avoir une Julie dans sa vie, là. Wow. Elle est vraiment incroyable comme être humain, comme personne. Elle était venue me voir, puis elle dit, hey, j'ai parlé à l'équipe, puis on aimerait peut-être ça que tu t'appliques. Ouais. Fait que là, j'ai fait, hey boy, OK. Moi, je pensais qu'elle voulait me rencontrer parce que je voulais que ça soit elle, puis je voulais dire, hey, moi, si tu as besoin de moi, on va travailler ensemble, puis je vais être là, tu sais. Puis moi, j'étais comme juste un fournisseur, mais j'avais quand même un apport important dans l'équipe. Puis là, finalement, ben, j'ai dit, je vais déposer ma candidature, puis je pense que je n'avais jamais appliqué avec un CV de ma vie. Fait que là, j'ai passé, c'était 5 entrevues avec un test psychométrique. Puis là, je me dis, OK, je passerai pas, mais c'est pas grave. Puis là, après la première entrevue, ça passe, je me rends en deuxième. Plus que je me rapprochais, là, je me dis, oh, tabarouette, OK, ça va se passer. Puis là, je suis arrivé au test psychométrique. Puis là, finalement, ils m'ont fait un offre, puis tout ça, puis ça a fonctionné. Puis là, j'ai commencé, ça fait 2 ans en mai. Là, ça va faire 2 ans, de 2 ans là. Puis je pense que c'est là que mon anxiété a commencé à descendre un petit peu. OK. Pourquoi? Parce que j'ai réalisé que j'ai pas tout fait péter. Ça a continué à marcher. Moi, j'étais sûr, j'ai dit, ils vont se rendre compte que c'est un imposteur. Il sait pas ce qu'il fait. Je suis toujours en re-questionnement. Ouais. Mais ceci étant dit, j'ai une équipe incroyable. J'ai un CA qui est vraiment hallucinant. Je pense que c'est le meilleur CA qu'on pourrait avoir dans une vie. J'en ai pas connu vraiment d'autres, mais c'est un qui me convient au bout, dont Max que tu as reçu, qui est vraiment un être exceptionnel, généreux. Oh, ouais, vraiment un bon gars. Puis les membres, puis les citoyens, puis tu sais, j'ai appris à connaître l'implication. C'est ouais. un beau succès parce que la Wellington, là, écoute, moi je connais du monde qui habite à, mettons, genre Saint-Constant, puis qui vient de passer l'après-midi à Wellington. Pour vrai? Ouais. Je suis content d'entendre ça. Il y a la tasse le soir. Ouais. Tu sais, il y a les crèmeries qui sont là. Ouais. Le fromage est très populaire. Exact. Oui, oui. Là, écoute, il y a des bons petits restos, ça pousse toujours. Il y a des places pour s'asseoir, il y a des petits kiosques. Ouais. Tu sais, puis il y a des concerts d'un fois. Tu sais, ça demeure très familial, Maxime en parlait. Ouais. Tu sais, moi, je pense toujours, depuis que je suis père, comment je pousse ma poussette. Donc, je pense qu'il y a comme un amalgame dans le CA qui fait en sorte que ça fait que c'est très familial et qu'il y en a pour tous les goûts. Oui, moi je suis d'accord avec toi. Puis plus ça va, plus comme dans le mobilier qu'on fait, on essaie toujours que ça réponde aux besoins de cette communauté-là qui est beaucoup les familles. Ouais. Moi, c'est un détail, là, mais tout le mobilier qu'on fait aussi, on essaie de récupérer tout ce qu'on avait. Puis on essaie de faire du mobilier qui va servir à plus qu'un événement. Des fois, un mobilier, on va l'utiliser pour la piétonisation, mais on va l'utiliser pour la cabane, on va l'utiliser pour les marionnettes ou d'autres initiatives. On essaie toujours de récupérer ce qu'on a ou de prendre des anciens éléments, les modifier pour en faire des nouveaux aménagements. Du recyclage, économie circulaire, tout ça. Puis moi, cette année, j'avais comme une des grandes satisfactions. On a mis des petites balançoires de bébé à côté des balançoires, des plus grandes balançoires. À côté du verre pomme ou la. On a mis. Ouais, il y en a une là, il y en a 3, je pense, qu'on a rajouté avec les petites balançoires de bébé. Puis moi, mon fun le matin, quand j'arrive, là, tôt, puis là, je vois comme des parents qui sont là avec leurs enfants. Puis là, je vois un enfant qui est sur la grosse balançoire, il y en a un dans la petite. Puis là, on a fait un endroit avec un genre d'assises en L avec un jeu de dames, parce que les gens peuvent jouer aux dames. Puis là, quand j'arrive, puis je vois ça, puis là, je dis, je suis heureux. Ouais. Puis quand je parlais avec Billy, justement, mon prédécesseur, puis je vais le chercher, puis on marche à la rue, puis je dis, hey, check ça, Billy, comment je suis content. Les gens l'utilisent, tu sais, puis ils me disaient, tu vois comment on est drôlement fait, tu sais, ces détails-là, parce qu'on travaille, nous, pour ça.
On travaille pour que ça ait du sens. Qu'est-ce qu'on fait? Ça réponde à un besoin, tu sais. Fait que bref, pour la SDC, puis je veux saluer aussi, cette équipe-là est hallucinante. Je me rappelle d'un début, puis on faisait des rencontres, puis je disais, tu sais, regardez-vous là, en tant qu'équipe, là, puis prenez le temps d'apprécier cette équipe-là, parce que ça se peut que vous n'allez jamais retrouver une équipe comme ça. Je me suis senti comme ça un certain un emploi que j'ai eu, là. J'ai vu l'équipe, j'ai dit, j'ai aimé une équipe, je vais jamais vivre ça après. C'est exact. Puis c'est bon que tu t'en rappelles, puis des fois, il y a comme une quête, pas comme une drogue, mais de recréer ces équipes-là toujours. Puis je souhaite que je réussisse à le faire que j'ai réussi à le faire avec le Musico Immersion Rock, puis avec Musico Pratique. Mais il y a autre chose aussi, tu sais, moi j'ai appris ça en band, tu sais, quand on joue en band. Là, je suis aussi musicien pour un band WD-40, qui est une espèce de band qui était considéré punk rock dans les années 90-2000. Mais là, ils font moins de shows, là, puis tout ça. Puis moi, j'ai le guitariste Étienne Carrier. C'est une personne que j'ai rencontrée en cinéma, puis on a connecté très, très, très rapidement. Puis il avait commencé à me demander d'aller jouer avec eux autres. Fait que j'ai fait quand même un bon nombre de shows avec eux. Je pense que je joue avec eux autres depuis 2011-2012. Ben, j'ai été dans une troupe de cirque. Wow. J'étais dans une troupe de cirque, puis ça, c'est particulier parce que j'étais au studio, puis je travaillais, tu sais, puis à un moment donné, il y avait des clients qui viennent, puis un des clients qui dit « Hey, Pat, toi, tu tenterais-tu de jouer de la guitare pour une troupe de cirque? » Tu sais, je me disais « Jouer de la guitare pour une troupe de cirque, OK. » Moi, j'ai appris autodidacte par moi-même, fait que je me disais « OK, comment ça marche? » Il dit « Ben, écoute, appelle un tel, Sylvain Dubois, un autre être exceptionnel qui a changé ma vie. » Je le salue lui aussi d'ailleurs. Salut Sylvain. Salut Sylvain. Puis il dit appelle-les, ils font des auditions, ils cherchent un musicien, un guitariste, puis on a besoin de quelqu'un qui soit assez costaud parce qu'il est inclus dans les numéros. C'est pas juste un musicien dans le coin, tu sais. Puis on cherche un acrobate. Fait que j'ai dit, moi, je suis pas acrobate. Ça marche pas. Je pouvais pas l'apprendre celle-là. Mais je l'appelle. Puis j'ai dit, écoute, j'ai Éric Boudreau. Je vais saluer Éric Boudreau aussi, que lui, musicien hallucinant, puis qu'il est au Mexique maintenant. Bref, il travaille dans des troupes de cirque encore, puis il a monté un spectacle au Mexique. Puis là, bref, ceci étant dit, je l'appelle, puis je dis à Sylvain, je dis « Ouais, j'appelle, ça va, vous faites des auditions. » Il dit « Ah, on a auditionné les guitaristes hier, mais demain, on fait les acrobates. » J'ai dit « Ouais, mais je suis pas acrobate. » Il dit « Ouais, mais monte un petit quelque chose de 2 minutes, là, puis tout, puis on va aller là-bas. » Je fais comme « OK, mais... C'est quoi? Je sais pas quoi faire, tu sais. » Fait je fais OK. Fait que là, moi, c'est complètement ridicule. Là. Je me dis, c'est quoi qui se passe, tu sais? Puis, mais je veux y aller le faire pareil. Puis je me dis, ça va être ridicule, mais ça va être une méchante bonne anecdote à compter, tu sais, je veux dire. Dans un podcast. Fait que là, finalement, je me lève le matin, puis là, je me dirigeais, puis c'était au bureau de Éloise, OK? Dans les bureaux de Éloise. Fait que là, je me lève le matin, puis là, ma blonde de l'époque, elle dit « Ça va-tu? » Je dis « Ouais, ben là, j'ai dit, je vais aller me préparer pour l'audition, là. » Puis elle dit « Tu vas vraiment aller faire ça, tu sais? » Je dis « Ben ouais, tu sais, je vais aller voir. » Fait que là, j'arrive là-bas, puis c'est tous des acrobates. C'est des jeunes qui sortent de l'école. Moi, là, je suis là, puis là, ils font « OK, étirez-vous. » Puis ça, là, j'ai vu s'étirer. Eux autres sont capables de se mettre là. Tu sais, moi, j'ai de la misère. Je touche pas mes orteils sans plier mes genoux. Là, je suis là, je me sens idiot. Là, je dis « OK. » Là, il dit « OK, mettez-vous en ligne, on va faire une ligne de tumbling. » Je sais même pas c'est quoi le tumbling. Fait que là, je me mets en ligne. Là, je regarde, là, ils partent. Eux autres, ils font des pirouettes, puis tout. Là, je fais comme « Oh shit, OK. » Fait que là, il y en a un qui est devant moi, là. Puis là, il part, il fait son affaire, il finit ça en split. Puis il dit « OK, c'est à toi. » Je me mets à faire des roulades, OK? là, il m'arrête, il dit « OK, c'est beau, blesse-toi pas, c'est bon. » Puis là, je dis « Ouais, j'ai dit, moi, on m'a dit nez, mais je suis guitariste. » Il dit « OK, pas de trouble, on va avoir du fun avec toi pareil. » Fait que là, il nous fait faire toutes sortes d'affaires, des ateliers, puis on s'amuse, puis on rit. Puis à un moment donné, c'était tellement ridicule, je me suis dit « Hey Pat, fais juste rire, passe un bon moment, tu vas aller compter ça à tes chums après, puis ça va être juste bien drôle. » Fait que là, moi, finalement, j'ai passé la journée là, puis je jouais ce soir-là, à l'époque, au medley. Je jouais dans un hommage aux Eagles. Fait que là, j'ai dit, hey, il faut que je parte. J'ai un soundcheck à faire, puis tout, bref. Fait qu'il me dit, c'est bon, il dit, il dit, tu joues-tu de la guitare? Mais j'ai dit, ben oui, c'est pour ça que je suis ici. Il dit, OK, ben on va te rappeler. Fait que là, moi, je m'en vais, puis je me dis que c'était quoi ça? J'ai pas d'appel, c'est quoi ça, tu sais. Puis là, ça passe.
Puis ça, je pense j'avais fait l'audition, c'était au mois de... Ça a dû être octobre-novembre. Puis là, rendu janvier de l'année suivante, je suis au bureau, je reçois un appel. Moi, j'ai même pas de cellulaire à ce moment-là. Quand le monde essayait de me rejoindre, moi, j'essayais de vivre une vie sans cellulaire à un moment donné. Ah, OK? ça, c'est wow. Ouais, ça, c'était... Puis j'en ai acheté un quand que j'ai eu... En tout cas, pas loin d'avoir ma petite. Fait que là, il m'appelle au studio. Puis là, il dit « Hey, c'est Sylvain. » Puis tout ça, je dis « Ouais. » Il dit « Juste te dire... je pense qu'on n'a pas eu... » Il dit « Hey, j'ai dit « By the way, j'ai dit merci de m'avoir invité. J'ai eu bien du fun. » Il dit « Je pense qu'on n'a pas fini d'avoir du fun avec toi. Oh, Je dis « Ah ouais, je commence ça. » Il dit, on va t'entendre jouer de la guitare, puis toute la kit. Fait que là, il m'a envoyé le guitariste qui s'en allait. Puis là, j'ai tout joué ce qu'il fallait jouer. Il dit, ça marche. Fait que là, après ça, il dit, OK, c'est bon. Et il m'envoie les dates. Là, je partais 2 semaines. On s'en allait en Alberta, à Winnipeg. On s'en allait à Winnipeg pendant 2 semaines. Puis après ça, on partait un genre de 15 jours en Irlande, puis tout ça. Puis avec lui, là, après ça, écoute, on est parti, on était en Corée, on était au Mexique, on était à Malte. Écoute, on a joué partout, puis c'est un petit troupe de cirque de rien qui s'appelle Les Parfaits Inconnus. Puis là, bref, on a le dernier show qu'on a fait, mais en tout cas, avec la pandémie, ça a scrappé bien des choses, mais c'est pas grave. Fait que, tu sais, j'ai découvert ce monde-là. Ouais. Puis c'était pas le monde le plus payant non plus, mais en dedans de moi, je me rappelle que jeune, je me suis déjà dit, hey, moi, j'aimerais ça avoir la chance de voyager, mais tu sais, pour le travail, mais pas nécessairement pour juste aller écouter des conventions, là, que je puisse aller faire quelque chose. C'est riche d'expérience. Exactement. Fait que là, je me suis mis aussi à faire ça. Fait que tu sais, quand je dis que c'est atypique, il y a des gens qui peuvent avoir une vision très claire de ce qu'ils veulent, puis moi, je les admire. Moi, quand je regarde un jeune là, qui sait qu'est-ce qu'il veut faire, là, je fais comme « Wow, t'es mon idole ». Moi, j'ai de la misère à faire ça. Fait que des fois, j'ai un combat interne de dire hey, avoir une meilleure vision de ce que je veux faire. Peut-être que ça l'aiderait à diminuer mon anxiété, je ne sais pas, parce que là, j'aurais quoi qui serait peut-être plus contrôlé dans mes choix. Mais j'ai aussi fait, moi, j'ai comme fait la non-décision et la décision de toujours garder mes options ouvertes. Tu vois, j'allais justement faire un point là-dessus, puis j'ai étudié ton personnage, tu sais, pas de façon psychiatrique, mais je crois que ton ouverture d'esprit, à dire n'ayant pas peur du ridicule, t'a apporté énormément de choses dans ta vie. Sais-tu quoi? Oui. Puis moi, étant une personne gênée, puis tout ça, puis moi, un moment marquant pour ma famille, puis il m'en parle souvent encore, j'étais hyper gêné. Moi, j'étais le petit garçon, je suis le plus jeune de 3, j'ai 2 sœurs plus vieilles. Puis j'étais le petit garçon toujours dans le jupe à sa mère, là, comme on dit. Là. Moi, il fallait que je sois proche de ma mère, puis il y avait trop de vent, je n'étais pas sûr. J'avais tout le temps comme des craintes. Puis à un moment donné, on avait été voir un spectacle dans un sol d'église. Puis là, c'était une espèce de clown qui faisait un spectacle en avant. Puis là, j'étais en arrière, je regardais ça. Puis moi, j'avais mon gros toutou avec moi. Là. Puis jamais, j'aurais fait un truc comme ça. Je suis parti en courant vers le stage avec le toutou. Je suis monté sur le stage. Puis là, l'espèce de personnage qui faisait son spectacle, il m'a vu. Fait que lui, il était prendre mon toutou, puis là, il l'animait, puis là, il me faisait sauter avec lui, puis tout ça. Moi, je ne me rappelle même pas de l'avoir vécu. Mais mes parents, mes sœurs criaient en arrière, ils étaient tous énervés de ça. Puis moi, j'étais en train d'avoir du fun avec, tu sais, puis tu sais, il y a des gens qui m'ont dit c'est comme un besoin. Je pense pas que j'ai un besoin d'attention, parce que je veux jamais avoir toute l'attention, mais je sens qu'il y a un désir de ma part de créer des réactions positives chez les gens, okay. De bonheur ou quoi que ce soit. Fait, quand je voyais ça, j'ai sûrement avoir vu ce personnage-là qui était en train de procurer du bonheur aux gens dans la salle. Ça me parlait. Fait que, tu sais, c'était pas conscient. Fait que, tu sais, dans mon parcours, il y a peut-être ça aussi. Puis des fois, je me dis, hey, si je serais capable de trouver vraiment quel rôle que je pourrais prendre, que je pourrais vraiment maximiser ça, ça serait cool. Je le cherche encore. Tu sais, je le cherche encore. C'est quoi toujours la meilleure façon d'avoir un impact positif sur les gens. Ouais. Mais avec des règles, avec le respect, c'est pas, tu sais, ma fille, on pourrait, tu parlerais à ma fille, puis elle dirait, papa, il est sévère, puis tout ça. Mais je suis sévère parce que si c'est pas moi qui enseigne à ma fille les codes de conduite en société, là, puis moi, je suis la personne avec sa mère qui l'aime le plus au monde, là, puis elle trouve que c'est sévère, j'ai dit, imagine-toi quelqu'un qui t'aime pas vraiment. Ouais.
comment tu vas l'apprendre. Ça va être tough. Ça va être tough. Fait que j'ai dit, la personne que tu aimes le plus au monde, tu trouves c'est sévère, là, l'autre, il ne donnera peut-être pas de chance, peu importe ce qu'il va faire, puis j'ai ces discussions-là avec ma petite, même si des fois, quand on arrive, puis elle fait de quoi, puis elle dit, ah papa, j'espère que ça ne sera pas trop long. Puis je prends le temps. C'est important d'avoir ces discussions-là, éduquer son enfant, j'ai l'impression, puis tu sais, j'en entends des professeurs parler à l'école, les professeurs, on dirait que maintenant, ils ont la tâche d'éduquer l'enfant. Exact. L'éducation à la maison, c'est Cocomelon, puis TikTok, là, tu sais. Et moi, je suis tout à fait d'accord avec toi, puis moi, j'ai horreur des gens irrespectueux, des gens non reconnaissants. J'ai horreur de ça. Tu sais, dans le sens, puis c'est pas, il faut pas l'être too much puis que ça soit fauné, c'est pas ça non plus. Mais on le sent quand quelqu'un est respectueux, quand quelqu'un est reconnaissant. Puis même à la limite, si tu es en crise contre quelque chose, puis tu nous regardes, là, c'est pas le temps, là. Tu sais, 5 mois de patience, c'est pas un bon moment. J'ai aucun problème. J'ai aucun problème avec ça. Puis moi aussi, il a fallu que je travaille sur moi-même, puis tu sais, des comportements, puis comment on a été éduqué, puis d'apprendre à contrôler ses émotions. Parce qu'aujourd'hui aussi, là, je dis ça, puis ça va peut-être en froisser plusieurs. Mais tu sais, à un moment donné, c'est pas vrai que toute émotion est bonne à vivre à tout moment. Ouais, c'est vrai. Tu sais, il faut se contrôler. À un moment donné, ravale, c'est plate, puis on va pleurer plus tard. Ouais. Là, c'est pas le temps de pleurer. Là, c'est le temps de faire ce qu'on a à faire. Tu sais, on va dire, je suis stressé de venir faire le podcast, puis je me mets à pleurer, ce serait pas le bon temps. Tu sais, comme retiens-toi, puis fais-le plus tard. On a eu une petite discussion avant de faire le podcast, puis tu as eu une situation comme ça avec ton immersion rock. Oui. Avec une petite fille. Oui. J'ai adoré cette leçon de vie-là. J'aimerais ça que tu la partages. Bien, je vais la partager, puis je suis content parce que sa mère, je la connais super bien, puis on en a reparlé encore cette année. Mais quand j'ai commencé Immersion Rock, l'objectif aussi, tu sais, on parle de... Je suis un passionné de musique, mais moi, c'est un outil... En fait, c'est une excuse pour essayer de donner le plus d'outils possible aux jeunes, qui est, d'avoir du plaisir, d'apprendre à jouer de la musique, de comprendre comment travailler en groupe, de travailler sa confiance en soi, tout ça. Mais cette anecdote-là, pour moi, elle a été très marquante. Il y en a plusieurs, mais celle-là me marque beaucoup. Avant de donner l'anecdote, peux-tu me dire c'est quoi Immersion Rock? Immersion Rock, en fait, c'est une école de musique, on dit école de musique, qui enseigne aux jeunes de 7 à 17 ans la musique. On enseigne à jouer un instrument et à jouer de la musique en groupe, toujours en groupe. Puis, le niveau n'est pas important. La raison que cette approche-là, c'est la même approche que moi et mes amis on a appris, ou mes amis que je connais, on a appris à jouer de la musique. C'est, hey, moi j'ai commencé à jouer de la guitare, j'ai rencontré un autre ami qui joue du drum, puis là, je fais ça à la blague, un gars qu'on aime, un ami qu'on aimait beaucoup ou qu'on aime beaucoup en général, puis on se disait, hey, on aimerait ça que tu sois dans le groupe et il joue pas d'instrument, on dit, toi, tu vas jouer la bass. Puis c'est drôle, parce que j'ai conté l'anecdote à quelqu'un il y a pas longtemps, puis il m'a dit, aïe, aïe, ça fait mal, je sais pourquoi, il dit, moi, c'est moi qui étais l'ami bassiste. Mais sauf qu'il est passionné, puis aujourd'hui, c'est un musicien, puis il est super bon, là. Wow. Fait que ceci étant dit... Il y en a une couple qui vont réaliser des affaires. Ben oui, mais le pire là-dedans, c'est que les bassistes, ils se trouvent beaucoup de jobs parce qu'il y a trop de guitaristes. On va se le dire, il y a trop de guitaristes. Il manque de bassistes. Fait que oui, c'est une école qui enseigne aux gens, puis on a différents programmes. On a différents programmes en camp de jour. On a des programmes, c'est la semaine de relâche, on en fait des écoles. C'est comme un peu une initiation au rock. On va dans les écoles, puis on leur montre à être un bon public, à crier du rock, puis tout. Puis on leur fait faire des ateliers. Puis ce qui est le fun, c'est que c'est rare qu'il y ait un atelier pour des jeunes que tu arrives, puis tu dis, OK, là, on crie. Ouais. Puis on se défoule, tu sais. Ouais. Fait qu'Immersion Rock, c'est un peu ça. Puis c'est parti... Tu sais, le film, justement, School of Rock, là, moi, il m'a marqué 2 fois dans ma vie. La première fois que je l'ai vu, j'ai eu le goût de partir musico-pratique. Puis la deuxième fois que je l'ai vu, c'était avec ma petite en pleine pandémie. Puis là, un soir, comme tout le monde, on s'emmerdait. Puis là, je dis à Marie-Lou, je dis, elle avait 7 ans à ce moment-là, je dis, hey, je vais te faire écouter un film là, que papa il aime beaucoup. Il était tard le soir, mais de toute façon, il n'y avait rien à faire le lendemain matin. On était tous là, fait que là, on écoute le film. Puis là, je la regarde, puis là, elle était assise, là, puis elle regardait le film. Quand le film est fini, là, elle mettait son pied sur le pouf, là, puis elle criait « Rock and roll! » Elle l'a motivé, puis elle a dit là, « Papa, va chercher ta guitare. » Puis là, j'ai amené la guitare, puis là, je lui montre les 3 petits bouts de riff que Jack Black enseignait à Zach dans le film. Fait que là, après ça, j'ai pensé, hey, je pourrais prendre ses amis de la garderie, puis ça a parti comme ça, bref. Wow. Fait que pour Clara, elle, c'est une jeune super talentueuse, puis tout ça, mais je la connais pas beaucoup encore, tu sais, puis là, elle est venue au camp.
Puis là, ça va bien. C'est une fille qui semble assez réservée, qui aime lire, tout ça. C'est une petite fille super intelligente. Puis à un moment donné, quand c'est le temps de faire le spectacle, parce qu'on fait toujours des spectacles à Wellington tous les vendredis pendant les camps de jour, là, elle a vraiment un moment de panique. Fait que là, c'est à son groupe à jouer. Fait qu'elle s'en va dans le studio, puis elle pleure, puis elle veut rien savoir, elle veut pas aller sur la scène, puis tout ça. Puis là, sa mère me dit, là, pense, fais quelque chose. Elle dit, là, présentement, elle m'écoute pas, puis je pense pas que je suis la bonne personne. Elle vit de quoi, là? Une vraie situation. Une vraie situation, puis un peu comme, c'est drôle, j'ai vu récemment le film là, In and Out, ou tu sais, espèce de film des émotions là, que les jeunes regardent. Là. En tout cas, le deuxième va voir ça, là. Il y a un personnage qui représente l'anxiété, puis c'est super bien fait, puis ça l'explique très bien. Ce que les gens vivent aussi avec une crise de panique. Fait que bref, ceci étant dit, là, je suis en bas, puis j'ai dit, elle s'appelle Clara, puis là, j'ai dit, hey, non, il faut que tu y ailles, c'est important. J'ai dit, tu sais, ça, ce moment-là dans une vie, ça va se reproduire souvent. Tu sais, puis j'ai dit, si tu le fais pas, tu vas le regretter. C'est que, c'est l'impact que ça va avoir sur toi, puis l'outil ou les aptitudes que ça va t'apporter, c'est pas mal que je te l'avais formulé tantôt, mais c'était le speech que j'avais donné de dire que tu ne peux pas passer à côté, puis je ne voulais pas qu'elle passe à côté de ça. Elle a passé à côté d'un bon moment. D'un bon moment qui aurait fait comprendre beaucoup de choses, puis là finalement le fait est arrivé, puis elle pleurait, puis elle a pris sa baisse, puis elle jouait, puis plus qu'elle jouait, je la regardais, puis plus qu'on voyait qu'elle prenait confiance, parce que j'ai dit, les gens sont là pour t'aimer, les gens ils ont hâte de te voir, on a hâte de t'applaudir, tu sais, on n'est pas là pour rien d'autre que ça. T'sais. Ils ont déjà payé le monde. Là. Mais c'était gratuit. En plus, ça passe à la rue. Là. Ils sont sur la rue. Puis ça, c'est gênant là, parce que les gens ne savent pas qui c'est qui va arrêter. Ouais. Là, il a été, elle l'a fait. Puis là, cette année encore, là, il y a le fameux spectacle, le dernier spectacle de l'été d'Immersion Rock, c'est à Wellington encore. Puis là, je la vois. Puis déjà là, le show n'est pas commencé. Elle est avec tout le monde. Elle encourage, elle a un beau sourire. Elle est belle, elle rayonne au bout. Puis là, elle prend sa baisse, puis là, elle commence à jouer, puis elle est dedans, là. T'sais, on dirait la foule, tout y appartient. Elle, là, c'est mon stage, je vais jouer dessus. Elle a même joué une chanson que le groupe avait décidé d'apprendre la veille, puis là, ils l'ont joué devant tout le monde. Puis là, je regarde ça, puis là, j'ai dit à sa mère, j'ai dit, hey, c'est impressionnant, t'sais. Je veux pas tout attribuer ça à Immersion Rock, c'est pas le cas, c'est du travail de parents, c'est du travail, il y a beaucoup de travail derrière de ça. Mais pour moi, ça a été un événement déclencheur, puis il y a plein d'anecdotes comme ça que j'ai vues, puis que ça me touche beaucoup. Puis, tu sais, au-delà de la musique, si moi j'avais été un gars de hockey ou tout ça, peut-être que j'aurais parti à une école dans le domaine, puis peut-être que ça se peut que je fasse. Oh, tu sais, comme là, ma petite est dans le Ninja Warrior, puis j'ai regardé la communauté, j'ai capoté, à un moment donné, j'ai dit à ma blonde, hey, je m'ouvre-tu un club de Ninja Warrior, mais tu sais, on dirait, je vois des sourires, je vois les gens puis je vois des enfants qui s'épanouissent. Puis, tu sais, Tommy Bouillon, qui est le propriétaire de Maçonnerie Graton, lui, son garçon, ça fait 2 ans qu'il participe à Immersion Rock, puis tout ça. Puis il est là, pendant les spectacles, il est là, puis il contribue aussi à cet organisme-là, qui est Immersion Rock, que j'apprécie, puis je le remercie beaucoup, beaucoup d'ailleurs. Puis quand le show est terminé, là, on dit, écoute, c'était là, un moment d'euphorie, là. Puis là, il m'a regardé, il dit, ça, Pat, c'est un remède contre la morosité aujourd'hui. T'sais. On donne peut-être d'autres alternatives à nos enfants. Puis ça me parle beaucoup. T'sais. Ça me parle vraiment, vraiment beaucoup. Fait que, tu sais, à la fin de la journée, moi, je regarde ça. J'ai musico-pratique à Verdun, j'ai parti Immersion Rock, j'étais à la SDC. Puis là, c'est comme si ça me crée un ancrage encore plus fort dans ma communauté parce que grâce à la SDC, je peux rentrer en contact avec des gens plus facilement que j'aurais pas pu avant. Fait que, ça me permet d'aller comprendre la réalité. Puis, est-ce que il y a un rôle que je peux jouer là-dedans? Je pense que la communauté a fait un excellent choix. Elle n'aurait pas pu trouver une meilleure personne en ce moment parce que tu es de Verdun. Tu as parti quelque chose à Verdun. Tu étais dans les moments les plus sombres de là-bas. Parce que ça n'a pas tout le temps été aussi gentrifié que ça l'était. Non. Ça n'a pas été aussi hot que ça l'était. Il y a eu des acteurs importants. Je te parlais de Benny Walsh. Quelqu'un d'autre avant, peut-être. Ouais. Ben, Jean-François Parenteau aussi était. Parenteau, Max en avait parlé. Mais je pense que tu es un acteur là-dedans également. Pour le développement, pour le maintien de tout ça, cet organisme-là qui est là. Toi, ta mission,
de vie, on dirait, c'est que ça crée des belles communautés. Je pense que c'est bien fait avec ça. La musique rejoint beaucoup de gens. Exactement. Puis même un côté plus... même à l'intérieur de la SDC, c'est drôle parce que dans l'équipe, tout le monde a leur rôle. Puis ils sont vraiment... Je te dis, c'est vraiment une équipe incroyable. Je pense qu'on pourrait les prendre, les mettre dans un autre endroit, puis au ministère de la Santé, puis je pense qu'on réglerait bien des problèmes avec eux autres. Là. Ah, c'est vraiment un team hallucinant, tu sais. Puis, ils travaillent, ils sont soudés ensemble, tu sais. Puis, oui, c'est pas parfait, mais j'aime ça les regarder. Mais il y a un projet qu'on a parti qui est super le fun, qui me touche beaucoup. On a une personne qui est Marie-Ève Gérard, qui est au recrutement commercial, qui est en congé de maternité présentement. Puis, avec elle, on a démarré un projet qui est le Pop-Up Verdun Love. C'est que c'est une boutique éphémère qu'on utilise. Nous, on a utilisé cet outil-là pour du recrutement commercial, pour essayer d'attirer des gens sur la rue et non pas nécessairement pour faire un coup d'argent. Puis là, c'est le fun parce que ça avait commencé dans un conteneur, puis on essaie juste de trouver des commerces qui sont complémentaires à notre offre. T'sais, on ne va pas commencer à attirer des restaurants, tout ça, il y en a déjà beaucoup. Puis là, ça a tellement fonctionné notre première année dans le condo que là, on a pignon sur rue. On a fait une entente avec un propriétaire. Puis à tous les mois, c'est un nouvel entrepreneur ou qui vient s'installer. Souvent, c'est des gens qui sont sur le web puis qui veulent sortir du web. Puis là, écoute, ça a un impact. On a été demandé à faire des présentations dans d'autres villes pour parler de notre projet. Il y a d'autres artères commerciales qui veulent le faire. Puis moi, je suis vraiment content. C'est une belle vitrine. Puis en plus, ce que j'aime, c'est que elle est vraiment incroyable, Marie-Ève, puis elle a un côté lionne, puis tu sais, elle pourrait se lancer en affaires, tu sais. Puis pendant qu'on développait ce projet-là, tu sais, il fallait qu'elle négocie le bail, que les coûts d'opération, puis tu sais, combien ça va coûter au niveau des aménagements locatifs, puis tout ça, puis les assurances. Puis à un moment donné, elle vient dans mon bureau, puis elle dit « Pat, on dirait que c'est moi qui se lance en affaires, tu sais. » Mais j'ai dit, c'est ça qu'on fait. On veut pas que ça plante, c'est ça qu'on fait. Puis j'ai dit, ça, c'est la meilleure école. Puis j'ai dit, en plus, tu fais du recrutement commercial, tu parles à des entrepreneurs. Là, tu vas comprendre plus le stress qui vient avec, tu sais. Fait que, tu sais, je trouvais ça super. Puis là, tout d'un coup, tu sais, j'ai senti que ça l'a comme, il redonnait un boost dans son rôle puis dans son importance qu'elle a. Mais moi, tu me proposes une affaire de même, moi, c'était comme, ben oui, go, tu sais, on le laissait, mais ça n'a pas été tout le monde non plus qui était d'accord, tu sais, puis je peux comprendre même des membres, puis les CEO, au départ, font comme, OK, mais là, c'est un projet, un rare projet qu'on a fait à SDC ou dans tous les SDC ou n'importe quel projet confondu qui s'autofinance maintenant. On n'a plus besoin de réinjecter de l'argent dans ce projet-là. Fait que nous, on aide des commerçants, puis ça ne nous coûte pas une scène, mais on a du rayonnement grâce à ça. Ouais. Moi, c'est win-win-win-win-win, tu sais, rendu jusque-là. Puis bref, fait que ça, c'est d'autres initiatives. Mais ça prend des gens willing, tu sais, qui vont vouloir y aller. Et je parle beaucoup, je le sais, mais tu peux m'arrêter quand tu veux. Je regarde parce que premièrement, je veux m'assurer qu'on enregistre. Je suis comme, autant que toi, ta petite voix d'anxiété à dire « Ah, je suis pas trop sûr, pas trop sûr. » Moi, je sais que ça enregistre, mais je regarde parce que je veux m'assurer qu'on est correct. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, non, parce que je veux pas non plus trop dépasser le temps. De régie, tu sais, on est une grosse équipe d'une personne. Ouais, c'est ça. Tout est automatisé. Mais le fait, c'est comme que j'anime le podcast, puis je fais ma régie en même temps, puis tu sais, là, il faut que l'image elle sorte correcte. C'est pour ça que je regarde ça. Mais c'est pas parce que t'es inintéressant, au contraire. Non, mais on s'est dit au début, puis je vais dire, ça avec, c'est important, puis je sais que tu pourrais être tendance à vouloir couper ce bout-là, mais ce que tu viens d'expliquer là, c'est hyper important. C'est comme ça qu'on démarre un projet qui va devenir gros. Là, tu fais tout, tu fais bien les choses, mais c'est pas parfait, puis c'est correct. C'est comme un Lean Startup, à un moment donné, si tu commences pas, il n'y a rien qui va se produire. Oui, puis regarde, là, tu sais, moi, ça a toujours été ça, mon lot, c'est comme tu l'essayes, tu fais des erreurs, c'est pas grave si tu te plantes. Tu sais, quand c'est petit, ça coûte pas cher faire des erreurs. Exact. Quand c'est gros, ça commence à coûter cher. Quand tu as 200-300 employés, bon, une erreur, ça peut coûter quelques millions. Mais oui. C'est quelques centaines de dollars. C'est ça. J'ai extrêmement beaucoup de plaisir. Je pense que le podcast, c'est le plus beau cadeau que je me suis fait dans ma vie. J'adore avoir des interactions avec des entrepreneurs comme toi, des gens allumés. Moi, ça m'inspire beaucoup. Puis le podcast part de ça, de vouloir avoir ces discussions-là avec des gens, tu sais. Mais tu le fais bien, puis il faut que tu le fasses. Moi, j'ai eu cette idée-là aussi, parce que pendant la pandémie, ça m'a permis
de changer beaucoup d'habitudes de vie. Tu sais, je buvais trop, tu sais, je faisais pas attention, je me suis mis à m'entraîner. Je vais être là le plus longtemps possible pour ma fille. Puis ça m'a permis aussi, ça m'a donné du temps pour ouvrir mes horizons, puis justement aller écouter des podcasts. Puis malheureusement, je me retrouvais toujours sur des podcasts soit américains ou Angleterre. J'avais pas beaucoup de podcasts qui vont parler de l'entrepreneuriat au Québec. Tu sais, je l'ai trouvé tranquillement là, mais j'avoue qu'on ne le met pas encore assez de l'avant. Puis là, c'est gros ce que je vais dire, là, mais c'est pas les gouvernements qui vont changer le monde, c'est les entrepreneurs. Oui. Parce que les entrepreneurs, quand il y a un problème, ils vont trouver une solution ou ils vont trouver une façon de répondre aux besoins. Tu m'as parlé là, d'un de tes invités avant, là, des pancartes dans l'immobilier. Ouais. C'est très, très... Moi, je trouve que c'est très, très niché. Moi, ça me fait capoter. Celui qui trouve cette espèce de mèche-là qui dit « Ah, OK, ça, c'est une faille, mais je pourrais l'exploiter un peu. » Moi, j'avais vu aussi en cinéma. J'ai travaillé beaucoup en cinéma avec, au décor. Puis il y a un gars que lui, sa job, là, c'est quand il y a un tournage de cinéma, ils mettent comme, au lieu des panneaux no parking, c'est des panneaux qui disent qu'il va y avoir un tournage, puis là, il écrit c'est quoi la production du tournage, parce qu'il peut en avoir plusieurs. Mais lui, là, c'est ça sa business. Okay. Tout ce qu'il fait, là, c'est qu'il va... Il y a des tournages partout à Montréal. Lui, il va mettre des panneaux, puis là, il écrit c'est quelle production qui est là. Puis quand c'est fini, il ramasse les panneaux, il va les mettre ailleurs. Ah, c'est fou ça, je savais même pas que ça existait. Ben non, moi non plus. Puis quand je regardais ça, à un moment donné, je pensais que c'était la production qui faisait. Là, quelqu'un m'a dit non, c'est un gars que lui, il a parti sa business, il fait ça. Je fais wow. Ben, il pourrait faire affaire avec Pancarte Express, pourrait ça. Ben justement, quand tu me parlais de ça, j'ai pensé à lui tout de suite, tu sais, fait que je me rappelle plus du nom de la personne qui le fait. Mais là, aujourd'hui, il y a une équipe avec des pick-up et tout ça, parce que c'est gros, là, parce que tu sais, il y a du film américain, il y a des productions québécoises aussi. Il faut que ça soit bien fait aussi. Il faut que ça soit bien fait, il faut que ça soit mis aux bons endroits, faut que ça, tu peux pas laisser ça traîner trop longtemps. Puis je sais pas, au niveau même au permis, faut que tu demandes des demandes à la ville, sûrement. L'affichage, là, OK, c'est toute une affaire, là. Mathieu, quand il est venu, j'ai pas encore diffusé le podcast parce que je suis en train de travailler sur le montage, mais Mathieu me disait que tu peux pas mettre une pancarte avant telle affaire, tu peux pas avoir plus que telle grandeur. OK, bon. Le quartier résidentiel, c'est ça. Commercial, c'est une autre affaire. C'est toute une science, là. Oui. Vraiment, puis tu sais, on banalise genre les pancartes de courtier et tout, mais en arrière, il y a toute la réglementation de la ville puis de la municipalité. Oui, qui change, Ouais, fait que tu sais, je suis même pas surpris que le gars, il fait une business de ça. Ça doit être la pire dans les rues de Montréal. Hey, puis tu sais, ça serait un gars qui serait peut-être intéressant que tu pourrais en passer en entrevue. Mais moi, je le connais pas personnellement dans le sens que c'est plus... Mais moi, c'est ça que je trouve qui est vraiment fascinant. Puis ce qu'on se rend pas compte, puis tu l'as bien dit tantôt, tu sais, quand tu te lances en affaires puis ça marche, c'est bon, OK, tu sais, c'est normal que ça marche, puis tout ça. Puis on le savait, lui, Puis quand ça marche pas, on te l'avait dit, tu sais, c'est la même chose. Il n'y avait pas beaucoup, c'est ça, ouais. Puis on essaie de se donner des excuses, mais le moins possible. Ouais. Idéalement, il faut assumer. Mais, tu sais, ce que je trouve là-dedans, que les gens ne se rendent pas compte, c'est se partir en affaires, là. Tu sais, de trouver le produit que tu veux vendre, puis de se dire, OK, ça, c'est une chose, mais c'est même pas la chose la plus compliquée. Non. C'est tout le reste qui est alentour que tu te rends compte que, hey, ça fait chier, là, tu sais. Moi, je pense que c'était Bernie Ecclestone, là, qui était l'ancien président de la F1, que lui, il aimait se lever le matin, puis la première chose qu'il se disait, il dit « Combien de problèmes je vais régler aujourd'hui? » Mais c'était positif pour lui. Lui, là, il voulait... Parce que quand il réglait des problèmes, il savait que on avance, puis c'est ça, exact. Mais là, c'est comme tout dans le mindset, puis ça revient un peu pendant la pandémie. Tu sais, je me suis écouté des podcasts, à changer mes lectures aussi, à lire d'autres types de livres, puis me dire « Ah, OK, ça c'est intéressant », puis ça m'a fait penser autrement. Ça va passer là, de lire des biographies, de développement personnel, de livres d'affaires, des livres de finances. Tu sais, j'essaie d'un peu varier mes lectures là-dessus. Même sur les stoïciens, tu sais, je veux dire, comment ils pensaient à cette époque-là, puis c'était drôle parce que je pense que c'est dans le temps de Marc Aurèle, c'était pendant Marc Aurèle, lui, il vivait une pandémie pendant qu'il faisait ses mémoires, ses méditations, puis là, tu fais comme, aïe, OK, nous autres, là, je vis une pandémie, là, tu sais, puis tout ça. Fait que, non, je me suis permis d'aller approfondir un peu mes connaissances de cette façon-là. Puis
bizarrement, ça m'a aidé beaucoup, mais ça me nuit aussi au niveau, déjà que comme je t'avais dit, je suis une personne introvertie. Moi, le retour était rough. Ouais. Un autre changement. Un autre changement, puis il a fallu que je me réadapte, puis retourner à voir du monde, puis voir beaucoup de monde en même temps. Je sais que ça a été l'enjeu pour beaucoup de personnes aussi. Là. Écoute, durant la pandémie, moi j'ai parti d'une entreprise de micro-pousses d'agriculture verticale. Ah ouais! Parce que, écoute, je venais de me séparer. Mon couple a pas survécu à la COVID avec mon ex. Puis tu te retrouves après 3 ans de relation avec tout ce nouveau temps-là. Ouais. Tu sais, quand t'es avec quelqu'un, bon, t'as tes habitudes, tes routines. Puis là, je suis chez nous, puis c'est la COVID, puis je peux pas sortir. Aïe, je sais. Puis je suis entrepreneur, tu sais, une couple, puis là, je vois ça, des vidéos, ça a l'air cool, nanana. Ça a même pas été tough faire pousser des micro-pousses, c'est ça que je vendais. Ouais. Ce qui a été tough, c'est de régler tous les autres problèmes de logistique, puis de fraîcheur, nanana. Fait que tu sais, je relie beaucoup avec ce que tu dis, tu sais, l'idée est là, mais c'est quoi l'exécution? Puis, tu sais, pour moi aussi, ça aurait été difficile, je suis sûr, pour beaucoup de personnes. Juste retourner au bureau, là, les employeurs ont extrêmement de la misère. On le vit au centre-ville, il y a beaucoup de bureaux qui sont vides maintenant, que les loyers expirent bientôt, les bureaux expirent bientôt, il y en a qui sont déjà expirés, ne sont pas renouvelés. Ça a un impact sur des affaires commerciales. Puis je te dirais, surtout le centre-ville, Glenn m'en avait parlé, qui est le DG de centre-ville, puis Montréal centre-ville. Mais c'est ça l'enjeu. Puis il y avait même un questionnement à se dire, est-ce qu'on change ça en résidentiel? Parce qu'à un moment donné, ce qui est arrivé pendant la pandémie, c'est qu'on ne pouvait pas sortir. Fait que ça a aidé les quartiers à se développer. Parce que là, on consommait localement. Fait que là, on avait besoin d'aller... Moi, aujourd'hui, pour vrai, là, j'ai plus besoin d'aller au centre-ville. Avant, on allait au centre-ville parce qu'il y avait des commerces spécifiques. Là, non seulement on peut acheter en ligne, puis tout le reste, ben, je l'ai quand même à proximité. Fait que ça, c'est un enjeu, puis il y a une grosse réflexion. Mais là, tranquillement, il y a quand même un retour qui se fait, puis depuis l'entreprise... Tu sais, au départ, quand ça avait commencé, je pense que les gens étaient quand même productifs. Mais ça peut dépendre pour qui. C'est un hybride. Ouais. Ça marche des fois, ça marche des fois. C'est ça. C'est quoi, faut que tu dises à tel employé, genre, ouais, tu vas revenir au bureau, puis l'employé est comme moi que shame un peu parce que lui, il n'a plus le droit de travailler à la maison. C'est ça. C'est une nouvelle réalité qu'on doit gérer, puis ça m'apporte un segue du genre, tu sais, on a parlé d'un peu de toi avant, on a parlé un peu de toi, puis tu sais, ce que tu vis au présent. Mais j'aimerais ça savoir, c'est quoi pour toi dans ton avenir? Qu'est-ce que tu penses que la SDC va devenir? Qu'est-ce que tu vas donner par rapport à ça? Est-ce que tu veux continuer avec musicopratique? Est-ce que tu veux continuer avec immersion rock? Où tu vois tout ça? Moi, là, dans mon avenir, je suis rendu à un âge où j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie. Puis ce qui me rend le plus heureux, là, c'est d'arriver chez nous, puis regarder ma petite fille, puis ma douce, puis d'être avec eux autres. Ça, c'est... Puis de donner toutes l'amour, puis même les possibilités à ma fille. On a juste une, fait que c'est sûr que bon, on la garde un peu. Ça, c'est sûr, pour ce côté personnel-là, moi, c'est hyper important. Je suis très attaché à ça, puis j'y tiens. Mais pour ce qui est plus professionnel, la SDC, je ne sais pas, ça n'a jamais été, comme je disais, dans un plan de carrière, mais j'en suis plus que reconnaissant. T'avais-tu un plan de carrière? J'ai jamais eu de plan de carrière. Mais ça n'a jamais été dans mes... J'ai jamais pensé à ça non plus. J'ai jamais dit... Hey, écoute, jamais. Je le dis à Billy, je sais même pas comment tu fais, parce que c'est très politique aussi. Puis moi, la politique, je suis pas bon dedans, là. Bref. Fait que pour ce qui est de la SDC, on va dire, moi, Patrick Mainville avec la SDC, ben tu sais, déjà de la maintenir, de sortir de la pandémie, de continuer un peu l'élan que Billy avait fait, pour moi, c'est une très, très grande réalisation. Puis juste de succéder à Billy Walsh, pour moi, ça a été incroyable. C'est un ami, une personne que j'admire et j'estime énormément. Donc, ça, puis après ça, dans la continuité, mais c'est de voir, là, on a des enjeux parce que, bon, les piétonisations, c'est arrivé, ça a un impact sur les commerçants. Comment on fait pour pallier à ça? Puis là, il y a une volonté aussi, il y a une pétition qui est sortie, le monde aime tellement, les citoyens, il y en a qui aiment tellement la piétonisation qu'ils veulent à l'année, mais c'est vraiment pas avantageux pour les commerçants. Non. Puis moi, je vais en voir, puis c'est un non catégorique. Puis je peux comprendre. Je te dis pas qu'il n'y a pas des projets pilotes qui pourraient arriver, puis essayer d'étudier, puis de voir, mais ça va changer. C'est sûr que ça change le portrait d'une rue. Ouais. C'est clair que ça change le portrait d'une rue. Justement en parler parce que, tu sais, mettons, si tu vas avoir une rue piétonnière avec des storefronts, désolé de l'anglicisme, avec des commerces, ça prend quelque chose en arrière pour livrer la marchandise. Exact. Mais Verdun, il n'est pas fait comme. Et
Oui. Sort of. Oui, non, il y a un côté plus, l'autre côté moins. Ouais. Essayer de voir comment on fait pour pallier à ça. Est-ce qu'on trouve une espèce de système de transport adapté dans le sens qu'il fait des livraisons plus locales? Tu sais, ça, il y a une grosse réflexion à avoir. Je pense pas que les piétonisations vont disparaître maintenant parce que L'Espagne est faite comme ça. l'Espagne est faite comme ça, puis les citoyens aiment ça beaucoup, puis pour des commerçants, c'est très, très bon. Après ça, il faut juste, éventuellement, tu peux pas piétoniser Montréal au complet, puis il va y avoir un choix à faire, une vision à long terme par rapport à ces choix-là. Fait que ça, c'est un enjeu. Au niveau de la SDC, mais c'est toujours une question de financement, parce que là, les gens trippent, ils en veulent plus. Puis tu sais, la SDC, c'est pas la ville, là. Tu sais, nous, on est financé, c'est un organisme, on est financé directement, mais on est parent municipal, là, dans le sens qu'on est sous la loi des cités et villes, mais on a quand même du financement qui vient de la Ville de Montréal. On a du financement qui pourrait venir d'ailleurs, mais qui va passer par la Ville de Montréal ou directement de l'arrondissement, comme nous autres, la personne qui fait le recrutement commercial. C'est une convention qu'on a avec l'arrondissement qui nous permet d'engager quelqu'un à l'interne. Puis on a aussi un certain montant pour nos événements. Mais tu sais, là. Puis pour avoir une contribution citoyenne, genre 5 $ par maison. Ça, là, on a parlé dans le sens qu'on se disait, peut-être quand on fait les événements, comme la cabane panache. Tu sais, cabane panache, c'est 100 000 personnes en 4 jours qu'on a. T'sais, moi, quand j'ai parti ça avec Billy, là, si on a 5 000 personnes, c'était beau. Cool, là. ouais. C'était cool. C'est gros. C'est énorme, c'est énorme. Oui, puis écoute, on a un fun noir à faire. Ça, c'est notre Noël. Parce que là, on décore, là, on fait. C'est beau. On tripe, tu sais. Beau travail. Ben, merci beaucoup. C'est un travail d'équipe, puis beaucoup Louis Duvaret aussi encore. Fait que, tu sais, ceci étant dit, tu sais, peut-être que c'est un système que les gens peuvent donner un 2$, tu sais, on va dire un square rapide, puis on pourrait aider à financer, ça serait peut-être une façon de faire. Mais il faut quand même réfléchir au SDC, puis aussi, parce que je pense que contrairement à un arrondissement, une SDC, c'est beaucoup plus rapide et agile pour être capable de livrer des projets. C'est moins lourd. C'est moins lourd. Fait que, on peut avoir tendance à dire les arrondissements pourraient trouver une stratégie d'en donner plus au SDC, puis les SDC vont livrer. Mais il ne faut jamais oublier l'enjeu, c'est que SDC répond aux besoins des membres. On ne répond pas nécessairement aux besoins des citoyens, mais si les citoyens ne viennent pas, les membres ne sont pas contents non plus. Mais tu sais, tu comprends, il y a comme ouais, puis il faut faire attention aussi à ça, puis je le comprends très bien, je suis entrepreneur aussi, puis eux autres, ils paient une grosse cotisation. Fait qu'il faut qu'ils sentent qu'ils en aient pour leur argent. Ouais. Fait qu'on ne peut pas non plus faire des commandes d'épicerie de l'arrondissement qu'eux autres aimeraient faire, mais ce serait plus facile par nous. Ouais. Fait que tu sais, il y a quand même cette espèce de réalité-là. Puis ceci étant dit, je suis pas en train de... Je fais pas de procès de personne. C'est une réalité qu'on sent. Puis, mais c'est pas grave, on travaille super bien, nous, avec l'arrondissement. Ça va bien avec notre arrondissement à Verdun. Puis tu sais, je pense que la rue Wellington puis la SDC a réussi à se positionner très fortement qu'on devient un incontournable, fait qu'on devient probablement leur plus gros partenaire à l'arrondissement. Fait que, tu sais, pour la SDC, c'est ça. Moi, je ne sais pas, j'ai pas tant de vision à long terme pour la SDC non plus. Ouais, dans le sens que j'aime ça, avancer des projets. Il ne faut pas qu'il y ait trop de redondance non plus, tu sais, pour moi, mais c'est un beau parcours, mais je ne sais pas la suite encore. Mais mon côté entrepreneur, à un moment donné, je regarde, puis on a des vélos tuk-tuk. Puis là, il y a des aménagements particuliers. Puis là, après ça, il y a comprendre les réglementations. Là, après ça, il y a l'arrosage des végétaux qu'on met sur la rue. Ah, il y a planté... Là, je regarde tout ça, puis je fais... On a de la misère à trouver des fournisseurs. Puis là, je me suis dit, est-ce que je ne pars pas une entreprise qu'on devient un fournisseur clé en main pour les SDC? T'sais, dans le sens que nous autres, on a besoin d'un service de raccompagnement, on a besoin que tu m'appelles, puis moi... Il n'y en a pas juste une SDC. Il y en a plein. Puis là, des piétonisations, il y en a de plus en plus. Fait que là, on cherche, puis là, des fois, il y a des fournisseurs qui sont plus efficaces que d'autres, ça. Je te dis pas que je vais là, mais là, ma réflexion est tout le temps là-dedans. Puis là, j'en parle à d'autres. Puis là, des fois, je regarde la réaction, là, puis là, je dis, OK, ça t'intéresse. On passe-tu quelque chose, tu sais? Il y a quelqu'un qui va arriver comme musico-pratique, dire ça te tente-tu, puis là, par la force des choses, tu vas y aller. On va y aller. Fait que je te dis, moi, je suis dans cette réflexion-là par rapport à SDC. Je suis toujours en mode, rendons ça toujours plus facile, plus agréable, puis moi, étant un gars introverti qui va pas trop voir le monde, quand je pars des projets, j'engage mes chums. Fait que je suis chanceux, je vois mes chums à tous les jours. Ouais. Fait que moi, c'est un peu ma stratégie. Puis pour ce qui est de Immersion Rock, puis Musicopratique, Immersion Rock, je les vends au BNL parce que moi, je veux... Comme je te dis, j'ai pas de plan, mais s'il y avait un projet que je voudrais qu'il soit un leg
à la communauté, c'est une école comme ça. J'ai travaillé aussi avec Marie-Ève Blanchet, qui est une spécialiste en développement de la petite enfance, puis elle me dit, la façon que tu procèdes avec les jeunes, là, dans les nouvelles façons de faire pour enseigner, c'est vers ça ils vont. Puis moi, on a tout fait ça sans savoir que c'était ça. Puis là, elle me coachait, puis elle me disait l'autodétermination, puis c'est important, puis il faut que tu leur apprennes à eux-mêmes réussir parce que ça va développer leur confiance, puis ci, puis ça. Puis je pourrais te conter une autre anecdote avec sa fille, mais ça, on aurait là pour longtemps. Mais là, tout ça, j'ai fait « Ah, OK ». Fait que ça, ce système-là, si on est capable de le prendre, puis dans les écoles, il y a moins en moins de musique, il y a moins de sport, tout ça, si on est capable d'être on peut pallier peut-être à ce manque-là au niveau de la musique en utilisant notre approche. Puis tu sais, moi j'ai dit immersion rock, là, c'est pas parce que je veux qu'ils jouent du rock, puis ils jouent la musique qu'ils veulent, mais dans la tête des gens, le rock c'est clair. Si je dis musique inclusive pour tout le monde, ça, c'est trop. Non, le rock là, c'est OK, ça veut dire que je vais avoir un instrument dans les mains, je vais être dans ta face. Tu sais, le rock, là, quand tu vas voir un show rock, là, ils sont pas en avant gênés, là. Ils sont dans ta face, puis tu vas m'entendre, puis si t'es pas content, je vais mettre mon volume plus fort. Dans le sens, c'est un peu. C'est ça que je veux. C'est comme le redonner du pouvoir aux jeunes. T'sais. Fait que, bref, pour Immersion Rock, j'aimerais ça. Fait que c'est pour ça que moi, je fais appel à plein de gens qui ont envie d'investir dans un projet comme ça, de me contacter. Puis, tu sais, peu importe sous quelle forme ça peut prendre, mais il faut que ce projet-là, comme Tommy l'a dit, on veut être un remède pour l'amorosité. Les jeunes ont besoin de ça, les parents ont besoin de ça. Les parents ont besoin de voir leur enfant réaliser des choses, être fiers de eux, puis dire comme, OK, ils vont être corrects. Ils n'auront pas besoin de papa et maman toute leur vie. Ils ont réussi ça, puis on n'était pas là. Fait que ça c'est hyper important. Pour ce qui est de musico-pratique, moi, j'aimerais ça grossir la communauté, puis j'ai encore des idées de grandeur. Puis là, c'est là que des fois, je peux sentir une certaine limitation parce que, bon, là, toutes les façons de faire pour le financement, pour aller à l'acquisition d'un immeuble, puis c'est pour ça que je pourrais rentrer en jeu là-dedans. Moi, c'est super important. J'aimerais ça l'amener à un autre niveau parce que les musiciens ont besoin d'endroits pour créer. Ils ont besoin d'endroits pour se retrouver, pour travailler ensemble. Moi, j'avais lu, je ne sais pas si tu as lu le livre de Steve Jobs, puis quand il a créé justement les bureaux d'Apple, là, ce que je trouvais qui était fascinant dans sa réflexion, ce gars-là, oui, au niveau de ce qu'il a créé avec les téléphones, là, mais tout était réfléchi, puis il a créé ses bureaux d'une façon où les gens étaient obligés de se croiser. Tout le temps. Fait que là, à toutes les fois que tu allais prendre un café, tu croisais des gens, puis lui, ce qu'il expliquait, c'est que de cette façon-là, tu es toujours en mode créativité puis en échange. Fait que des fois, tu peux être bloqué, tu es en train de programmer quelque chose, ça ne marche pas. Puis là, je vais me prendre un café, tu croises quelqu'un, ça va-tu? Non, j'ai telle affaire. Hey, ça, c'est tel truc. En allant régler ton café, tu sais, tu as changé ta vibe, puis là, tu as réglé ton problème, tu retournes travailler, puis tu es bien content. Fait que tu sais, cette espèce de côté-là, on revient en communauté, on vient ensemble, puis là, je disais ça. Il y a plein d'affaires de Steve Jobs que le monde sont fascinés. Mais moi, c'est ces détails-là que je lisais. Je me disais, OK, il a compris quelque chose là, que là, je vais m'approprier. Un visionnaire, c'est ça. Exact. Fait que je te dirais qu'en gros, pour ces projets-là, puis le cirque, sensiblement, notre dernier show, on est 4 vieux bonhommes, on a fait un spectacle, là, on s'appelait Les Quatre, mais c'est juste que ça s'est fait en pandémie, puis tout ça. Fait que, ça n'a pas levé autant, ce show-là, mais c'est pas grave. T'sais. Moi, là, je suis avec eux autres depuis 2010. J'en ai fait plein. Aujourd'hui, pour moi, les Parfaits Inconnus, c'est comme... c'est un cadeau de la vie que je ne m'attendais pas à avoir. Puis, WD-40, n'importe quand qui font un show, ils vont m'appeler s'ils veulent. Moi, je vais aller... moi, tous les shows de rock que je fais à mon âge, là, c'est un cadeau de plus que je fais. J'ai une journée de plus pour faire du rock. Une série sur le Sunday. Fait que je te dirais que c'est pas mal ça, je te dirais, dans ma vision que j'ai. Au moyen terme. Mais toujours ouvert. J'ai de la misère à... C'est exceptionnel, cette qualité-là. Tu penses que peut-être que c'est un défaut, tout ça. Parce que moi, j'ai travaillé dans un monde très cartésien. J'ai travaillé avec des banquiers d'excellence, des gens qui avaient des notes incroyables à l'école, qui ont des CFA, des CPA, des MBA, tous les diplômes possibles. Puis j'ai vu des gens extrêmement malheureux dans les bureaux parce que justement, leur vie est déjà calculée. Ouais. C'est 3 ans, telle promotion, tel objectif, telle affaire. Ça prend 1h30 au bureau le matin, 1h le soir.
tu vas être avec ton enfant 3 heures par jour. Tu travailles, tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Il y a un extrême droite, un extrême gauche dans toutes les sphères de la vie, mais pour avoir vécu ma vie très cartésienne avant, bon, c'est sûr, les institutions que j'ai travaillées, c'était un petit peu moins que ça, mais j'admire beaucoup quelqu'un comme toi qui a une ouverture d'esprit pour sa vie, puis que ça lui amène de très belles expériences. Puis des deux côtés, autant de droite que de gauche, les deux personnes vivent des crises d'anxiété. Peu importe le niveau, l'âge, etc. Il n'y a pas de... Personne ne vit pas d'anxiété. Non, exact. Je crois. Ou il y en a très peu, dépendamment c'est quoi le genre de vie que tu mènes. Mais tu reviens souvent là-dessus, tu es comme j'aimerais ça. Je pense que c'est bien déjà de la façon que tu fais les choses, puis regarde, tu t'es rendu là pareil. Puis ça m'amène probablement à la dernière question du podcast. Aurais-tu des trucs et des conseils pour une future génération d'entrepreneurs, pour un jeune qui ne sait pas ce qu'il a envie de faire, ou peut-être même un professionnel qui considérerait avoir une vie peut-être moins cartésienne? Aïe, c'est une belle question. J'oserais dire ouvrir ses horizons, ça c'est la première chose, c'est de regarder ce qui se fait, puis d'essayer. Ça serait un. Puis ça c'est pour tout le monde. Puis à des jeunes, je leur dirais de s'intéresser à l'entrepreneuriat, de lire des livres sur les finances, d'arrêter d'avoir peur des finances. Puis je pense qu'il y a un beau côté de la pandémie. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sont intéressés à des placements financiers, tout ça, qu'ils ont réussi à reprendre un certain contrôle sur leur autonomie financière. Fait que je dirais vraiment s'intéresser à ça, de garder des opportunités ouvertes. Tu sais, puis juste essayer. Tu sais, moi, quelqu'un m'avait déjà dit, je voulais savoir c'est quoi la recette du succès quasiment. C'est quoi réussir, tu sais. Mais il dit, c'est de faire une journée de plus. Wow. Toujours faire une journée de plus. Il dit, tu sais jamais, peut-être que tu vas réussir demain. Ouais. Puis si tu ne sais pas, peut-être que tu vas réussir demain. Puis à un moment donné, tu vas faire ça, tu vas te regarder en arrière, ça va faire 20 ans, puis tu te dis, ça fait 20 ans que je réussis. Fait que tu sais, c'est... Exact. C'est ça. Wow. Ouais. C'est vraiment un vraiment beau mot de fin. Écoute, Patrick, je suis très content que tu aies accepté de venir faire le podcast avec moi. Je ne savais pas à quoi m'attendre parce que normalement, je reçois toujours des gens que je connais un petit peu. Tu m'as vu, je me suis préparé. Je n'ai pas utilisé mon calepin. Ça a été une discussion très naturelle. J'ai l'impression que ça a été deux vieux amis qui dansent à la croûte. C'est une super belle qualité. Félicitations pour ça. Puis écoute, je sais pas si ça t'intéresserait à un certain moment donné, mais peut-être dans 1 an ou 1 an et demi, tu sais, si tu veux revenir au podcast, moi je suis très ouvert à ça. Moi j'adorerais ça, puis je te félicite de l'avoir fait, puis de t'avoir lancé dans cette aventure-là. On a besoin d'entendre des gens d'autres sphères, puis surtout de l'entrepreneuriat, mais bravo, continue. Merci. Puis oui, j'aimerais ça revenir. Ouais. C'est moi qui vais te poser des questions. Ah oui, merci. Bonjour à tous, c'était le podcast avec Patrick Mainville. Si vous avez manqué le dernier podcast, c'est avec Mathieu Parisien de Pancarte Express. Donc, si vous êtes courtier immobilier, c'est une compagnie que vous devriez définitivement regarder. Le podcast aujourd'hui avec Patrick a permis beaucoup d'explorer un cerveau d'entrepreneur qui est plus libre dans sa façon de penser. C'est quelqu'un qui a une vision de où est-ce qu'il voudrait aller, mais nécessairement répondre exactement comment il va s'y rendre, c'est toujours un défi. C'est un défi pour tout le monde, mais il réussit à avoir une ouverture d'esprit ce qui l'amène toujours à la prochaine étape, Moi, j'ai été extrêmement choyé de l'avoir parmi mon studio aujourd'hui. Et aussi, j'aimerais vous remercier les téléspectateurs pour tout l'amour que je reçois, les commentaires, ça donne beaucoup d'énergie pour poursuivre pour la suite. Et c'est sûr qu'on va continuer pendant une bonne période de temps là, avec des invités toujours plus intéressants que les autres. Et merci de votre écoute. Bonne journée. Merci, Pat. Hey, merci à toi. Très Filter that down. Change the pattern a bit. I think we need a ride cymbal.